Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une entrevue avec le physiothérapeute Stéphane Fournier d'Accès Physio. Côté équipement, on va vous présenter les nouveautés pour les ensembles de fers de développement. Ce sont les fers que l'on peut frapper et qui pardonnent le plus lorsqu'on n'arrive pas nécessairement au point d'impact idéal. À la leçon, Éric Laporte nous parle des coups effectués en position ascendante et descendante vers les vers. Comment réagir conséquemment? Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et président d'Accès Physio. Stéphane, cette semaine, on parle des maux de dos. On explique un peu les causes, la prévention et les traitements, évidemment, pour amener les golfeurs à mieux s'élancer, golfeurs et golfeuses, bien sûr. C'est la cause numéro 1 des blessures. Tout à fait. On voit tellement de problèmes de bas de dos chez les golfeurs, Jean-Sébastien. Les causes sont multiples. Hein? C'est un sport qui est asymétrique. On dissocie le haut du corps et le bas du corps en torsion, en répétition, en puissance, en vitesse. Un cocktail parfait pour les blessures. Et les causes principales, pour par la suite parler comment on prévient ces blessures. Bien, écoute, la prévention passe un petit peu par l'analyse des causes. La technique sera toujours importante. C'est pour ça que le physiothérapeute doit travailler en étroite collaboration avec l'instructeur, le professionnel de golf, car le vice technique est nécessairement une des premières causes de maux de dos. Posture, alignement, le déroulement dans l'élan, tous ces petits détails. Il n'y a pas un sport qui est plus complexe techniquement, moi en tant que physiothérapeute en tout cas, nécessairement que le golf est si complexe. Alors, c'est d'adresser ces vices techniques. Ensuite, Jean-Sébastien, ça prend une certaine souplesse musculaire. Ça prend une certaine souplesse articulaire. Ça prend un contrôle musculaire moteur pour bien exécuter ce geste aussi complexe. Tout cela va prévenir les blessures. Et on a, à prendre en exemple, Tiger Woods, Fred Couples, on a des joueurs de renom qui ont dû faire évoluer leur technique parce que, justement, leur physiologie a évolué également avec le temps, avec l'âge. Bien, les problèmes de disques, hein, les fameuses hernies discales, ces joueurs-là ont été opérés pour ces blessures-là. Il y a tellement de torsions, de compression, plus la force et l'accélération. Tout ça amène son lot de blessures aux problèmes de disques aussi. Alors, c'est là que vont arriver nécessairement le physiothérapeute et l'instructeur, travaillant en collaboration pour la partie traitement. Alors, en thérapie, finalement, ce qu'on va faire, c'est la partie manuelle. La thérapie manuelle va adresser les manques de mobilité articulaire, autant au niveau du bassin, hein, on ne peut pas dissocier le bassin du bas du dos, et aussi au niveau de cette souplesse qui est essentielle. Jean-Sébastien, les gens souples se blessent moins que les gens raides. La souplesse, le yoga n'a jamais été aussi populaire. Fait que le physiothérapeute, dans son plan de traitement, va intégrer l'importance de cette souplesse. Ensuite, les exercices de renforcement et de contrôle musculaire. C'est différent, la force et la qualité du contrôle de mouvement. Et ensuite viendront, bien sûr, le retour progressif. Après une blessure, on revient progressivement, on s'adapte progressivement au stress mécanique par un retour intelligent et bien dosé par votre physiothérapeute. Une fois que les traitements ont été faits, Stéphane, c'est important, le retour doit être progressif. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Puis effectivement, les gens ont tendance à vouloir jouer immédiatement. Tout de suite aller faire un 18 trous une fois qu'ils vont mieux et que la blessure est moins présente. Alors que c'est pas ça qu'on fait dans aucun sport. On doit retourner au terrain d'exercice. On doit reprendre la sensation technique. Frapper des balles tranquillement, progresser le retour, peut-être commencer par un 9 trous avant d'aller faire une ronde complète. L'entraînement, la préparation est tout aussi importante que dans la partie du traitement. Si vous avez des maux de dos, bien évidemment, ne laissez pas traîner. Appelez votre physio. Avec plaisir.
C'est un de la question quiz, question piège, peut-être, qui sait, Émilie. On parle cette fois quand on est à l'extérieur de l'allée, à l'extérieur des limites du terrain. Oui, hors limite, c'est quand votre balle quitte la propriété d'un parcours de golf. Ça arrive à l'occasion, n'est-ce pas, Michel? Mais les zones hors limite qui sont, dans la grande majorité, délimitées par des piquets blancs. Bon, il y a des coups où est-ce qu'on se pose pas de questions, on est hors limite. Il y a d'autres coups, par contre, qui sont pas aussi évidents à juger, ce qui m'amène à la question quiz de la semaine. Lequel des énoncés suivants indique que votre balle est hors limite? Est-ce A? Elle repose à la fois sur le parcours, mais touche à la ligne imaginaire entre les deux poteaux. B. Votre balle est à moins d'une longueur de bâton à l'intérieur des limites du parcours. Ou C. L'entièreté de votre balle se retrouve à l'extérieur du parcours. La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé laquelle des énoncés suivantes indique que votre balle est hors limite. Eh bien, la réponse est C. Votre balle doit être complètement à l'extérieur du parcours pour être jugée hors limite. Oui, et c'est important de connaître cette règle, puisqu'il y a effectivement des clôtures qui vont délimiter à l'occasion les limites de la propriété. On parle des piquets blancs. On imagine une ligne entre les deux piquets et c'est ce qui véritablement va déterminer votre décision. Cependant, si votre balle touche au piquet, elle est demeurée à l'intérieur de la limite. Il faut qu'elle soit effectivement carrément à l'extérieur du piquet blanc pour qu'elle soit déclarée hors limite. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre capsule équipement, toujours en compagnie de Sébastien Serrois, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Sébastien, on s'attaque aux ensembles de fers pour les 3 prochaines capsules. Cette semaine, plus précisément, les fers de catégorie développement. Tout d'abord, du côté de Titleist. Oui, Titleist ont sorti le T300. C'est la série la plus indulgente chez Titleist, avec un morceau de tungstène qu'ils ont mis à la base. Ça va vous faciliter à aller chercher une trajectoire ou un envol plus haut. Il y avait le modèle T400 aussi, mais ça fait déjà quelques années qu'il est sur le marché. C'est la 3e année au niveau du T400 qui est sorti. C'est sûr qu'avec le TSR1 au niveau du bois de départ, du bois d'allée et de l'hybride, ça serait bien qu'il puisse continuer dans cette série-là. Oui, tout à fait. Peut-être un nouveau T400 ou un fer TSR1, qui sait, dans les prochains mois, à suivre. Mais entre-temps, on écoute Luke Herb de chez Titleist qui nous explique le fer T300. T300, this is our ultimate game improvement iron. So a great looking iron in this game improvement category. We've made it fully chrome, so not only does it look great when you buy them, but 6 months later it will look great. But great feel and launch with this. We have Max Impact in this golf club. So Max Impact is a system and how it comes together. So it is a face insert that we use combined with a polymer core. We've worked closely with our golf ball engineering team to develop this polymer core. So that all comes together in this system to really maximize speed while still maintaining great feel. Voilà un élément intéressant pour Titleist. Maintenant, chez Cobra, on a l'Aerojet, Sébastien. Oui, en comparaison avec le T300, on peut très bien voir que la base supérieure apparaît un petit peu plus au niveau du Cobra, malgré qu'il soit plus mince. On peut voir aussi que vous allez avoir 2 technologies à l'intérieur, le PowerShell et le PowerBridge, un peu comme les bois de départ. Vous allez avoir ça, mais version pour les fers. Oui, et pour nous en parler, on écoute Caitlin Farley de chez Cobra Golf. Yeah, so the whole Aerojet family is designed to maximize speed for golfers. So while the Metalwood, specifically the drivers, enhance speed through a new aerodynamic design, the irons have brand new technologies and constructions that help create more speed through flexibility. So what I mean by that is we have a new PowerBridge weight design. So it's our first fully suspended weight design. Previous years was connected in the heel and toe, which limited the amount of face flexibility. So this new design really enhances speed, allowing the club to flex and deliver more speed to the golf ball. Another technology we have, so PowerShell is carried over. We've been using that for a few years now. It's a larger insert in this iron, and it also has a new variable face thickness geometry, which we're calling hot face technology. Overall, the shaping is a little bit more compact and sleek looking compared to last year's LTDX. Mais si l'Aerojet est trop petit à votre goût, chez Cobra, on a 2 autres options. Oui, vous allez avoir le modèle RX, comme le nom le dit, c'est un bâton qui est extrêmement léger, qui va vous permettre de gagner de l'envol au niveau de la balle. Et vous allez avoir aussi le modèle T-Rail, qui est un ensemble complètement d'hybride. Encore une fois, ça va être plus facile pour vous d'aller chercher une trajectoire de balle plus haute. Du côté de Callaway, on a un modèle qu'on a de nouveau fer,
Paradigm et Paradigm X. La version X, Paradigm X, est un peu plus volumineuse. Oui. Tout comme les bois de départ, les bois d'allée, les hybrides, la série Paradigm X est la plus facile à frapper. Et si on les compare avec les deux autres fers que l'on a vus depuis le début de la capsule? Oui, si on le compare avec le Cobra Aerojet et le T300, on peut très bien voir que la bordure supérieure du bâton est plus large. La face du bâton est aussi plus longue et plus haute. Donc, plus facile à frapper. Ça va plaire à certains, peut-être moins à d'autres. Encore une fois, c'est une question de goût. Et il faut trouver la tête qui vous convient. Exactement. Maintenant, chez TaylorMade, pour une deuxième année consécutive, il y a le fer Stealth, qui n'a pas changé, mais on y a ajouté aussi un petit frère, le Stealth HD. Oui, Hydra. C'est le modèle progressif. Donc, avec un fer 4, le bâton va être nécessairement plus long, plus bas, afin de lever la balle plus facilement. Avec les fers courts, le bâton va être moins long, plus haut, afin d'aller chercher une trajectoire de balle idéale, afin que ta balle elle roule moins. On a des fers un peu plus classiques avec les fers courts. On a besoin de plus de précision. Pour nous parler des technologies sous la carcasse du nouveau Stealth HD, on écoute Matt Bovey, directeur création, département fer chez TaylorMade. The technology, a big part of the technology is in the shaping, and you can see the difference here between Stealth HD and Stealth. HD has a lower profile face and a wider sole to really allow us to get that center of gravity super low in the club head, and that's going to help players launch the ball higher in the air. It's going to allow them to really have a bigger sweet spot, lower on the face, all great things. In addition to that, you got the through slot speed pocket here that's going to make the lower end of the face more forgiving, and this multi-material cap back construction allows the face to really move as fast and as freely as possible, again, making the sweet spot as large as we can while providing a lot of distance. Le modèle Stealth HD, c'est le modèle le plus volumineux dans la catégorie de fer développement. Lorsqu'on le dépose au sol, on le voit très bien, barre supérieure plus large, une tête plus large également, alors qu'on voit la cavité arrière lorsqu'on dépose le bâton au sol. Ça va plaire à certaines personnes, d'autres moins. C'est une question de goût. Merci Sébastien. Merci à toi. On se revoit la semaine prochaine alors qu'on visitera les ensembles de fer de catégorie progressive. Soyez là. Aujourd'hui, avec Alain Chaput, on va tenter de retracer les débuts du golf au Québec. Et Alain, bien, question toute simple, depuis quand on joue au golf ici? Alors, au Québec, la référence la plus ancienne que nous avons trouvée, c'est un article de journal qui est paru dans le Montreal Herald le 23 décembre 1826. Dans cette annonce, on pouvait lire que les Écossais de Montréal étaient invités à aller jouer au golf le 25 décembre et le 1er janvier à un endroit qui s'appelait Priest Farm. Pour situer les gens, Priest Farm, c'était un grand champ qui appartenait aux prêtres sulpiciens et c'était situé sur la rue Sherbrooke-Ouest. C'est quand même surprenant et même intriguant de voir que l'invitation qui a été faite aux Écossais était pour le 25 décembre et le 1er janvier en plein hiver. Clairement, on ne jouait pas au golf à la même époque, là. Ça soulève des interrogations et probablement que c'est un mystère qui va demeurer non résolu parce que malheureusement, les journaux n'en font pas mention par la suite. Donc, on ne sait pas si les Écossais sont véritablement allés jouer au golf. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que le golf a été joué à d'autres endroits à Montréal, à peu près à la même époque. Il y a des soldats britanniques qui ont joué au golf à Montréal à différents endroits, dont à Logan's Park. Logan's Park, aujourd'hui, c'est le parc La Fontaine. Et là, ce qui veut dire qu'on joue au golf depuis près de 200 ans au Québec. Exactement. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Pour le conseil de cette semaine, on va parler des coups en pente ascendante et descendante. Deux coups difficiles à maîtriser, soit parce qu'on ne connaît pas la technique ou parce qu'on n'a pas les infrastructures pour le pratiquer. Je m'explique. Le golf, c'est le seul sport où notre pratique et notre jeu est complètement différent. Donc, au club de golf Montcalm, je suis chanceux parce que j'ai la chance derrière mon terrain d'exercice de pouvoir pratiquer en pente ascendante. Je vais vous expliquer les clés importantes à respecter pour maximiser la réussite de ce coup. Ma règle d'or numéro 1, il faut que vos épaules, vos hanches et vos genoux et même votre élan soient dans le sens de la pente. Deuxième chose, on va positionner la balle légèrement plus sur mon côté avant. C'est sûrement le seul coup au golf où vous allez avoir à l'adresse un petit peu plus de poids sur votre côté arrière et même, je pourrais dire, à la fin de votre élan, vous risquez d'avoir plus de poids sur votre côté arrière.
c'est pas un coup où je dirais qu'on pourrait attaquer le fanion. C'est plus un coup défensif. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de maximiser l'équilibre de votre coup. N'oubliez pas ma règle d'or numéro 2 maintenant. La balle aura toujours tendance à suivre la pente. Donc, un coup en pente ascendante, la balle aura tendance à aller beaucoup plus haute. Pour ce faire, au lieu d'utiliser un fer 7, comme dans ce cas-ci, j'utiliserai un fer 6 pour compenser la perte de distance occasionnée par la pente ascendante. Ah oui, dernière chose, il ne faut pas oublier, vu que ma balle est positionnée un petit peu plus vers mon côté avant, je vais avoir un plus grand relâchement de mes poignets, ce qui risque d'occasionner une trajectoire de balle avec un crochet vers l'intérieur. Je vous recommande sur une pente ascendante de prendre en alignement un petit peu plus sur le côté droit de votre objectif parce que naturellement, la balle aura tendance à revenir vers l'intérieur. Maintenant, pour le coup en pente descendante. Il ne faut pas oublier que le coup en pente descendante est sûrement le coup le plus difficile au golf. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a souvent en bas d'une pente descendante? Un lac ou une rivière. La balle finit malheureusement souvent dedans. Ce que je vais vous expliquer, c'est les clés pour réussir votre coup et réussir à passer au-delà de l'obstacle. N'oubliez pas ma règle d'or numéro 1, c'est-à-dire que les épaules, les hanches, les genoux et même votre élan va être dans le sens de la pente. Vous allez finir bas votre élan. Encore une fois, c'est un coup qui va demander beaucoup d'équilibre, donc les pieds vont être plus larges. Inversement, au coup en pente ascendante, la balle va être légèrement centre-arrière, plus côté amont de votre pente. Le poids, au départ, va en avoir beaucoup sur votre jambe avant et même jusqu'à la fin. Il se peut, si c'est une bonne pente, que vous allez même perdre d'équilibre vers l'avant. C'est pas grave. L'important, c'est de faire un bon contact de balle. Si en situation de pente descendante, j'utilise un fer 7 pour faire telle distance, n'oubliez pas que la balle aura tendance à voyager plus. Donc, je vais prendre un bâton plus court. Au lieu d'un 7, je prendrai un 8 parce que le bâton, l'angle du bâton va être plus droit. Donc, la balle va aller un petit peu plus loin. Dernière chose importante qu'on oublie souvent. Lors d'un coup en pente descendante, c'est difficile de faire un bon relâchement avec vos poignets. Vos poignets vont rester un petit peu plus fermes. Ce que ça va occasionner, c'est que votre balle va s'en aller doucement, tranquillement vers la droite, vers l'extérieur pour un droitier. Donc, n'oubliez pas de viser toujours un petit peu plus sur le côté pour un droitier, un petit peu plus à gauche de votre objectif pour finir le plus possible à l'objectif. Quelques coups de pratique pour savoir où frapper la balle et on exécute par la suite. On est au lancement Adidas en compagnie de Lucas Herbert, l'Australien. Lucas, thanks for taking the time with us. Are you, on a scale from 1 to 10, are you fashion forward? Are you interested into material and new apparel? Yeah, I think so. I try and look a little trendy and try and wear some streetwear around the place and not just be stuck in golf clothes. I wouldn't say I'm super into it and up with a lot of like the crazy out there kind of stuff, I guess, that people wear, but definitely like to look good off the course and definitely feel good. Looking back, 2 wins, 2 W's in 2021. How would you assess the year after 2022? What was the lesson learned on the tour and throughout the world? Yeah, it was a bit of a struggle last year. Life changed a hell of a lot from 2021. We were playing on the European Tour, and what that looked like at the start of the year versus what life looked like at the end of the year was very, very different. So it was a big learning curve for me, adapting to playing on the PGA Tour full time, playing some of the biggest events as well. You're playing against the best guys in the world, and they've been doing it for a while, so they're pretty well versed in how to get themselves ready to go every single week. So yeah, big learning curve for me. I didn't expect to get really, really good results. I just knew it was going to be tough. So I think that 1 year of experience under my belt now, I feel like as much as it wasn't as a successful year as I'd like, I think it's given me a lot of experience this year to go and get some better results. Looks like all the Aussies are always the players who are traveling the most. What are the challenges to make sure that you keep your energy level pretty much balanced throughout the season, knowing that you're going to travel all over the world?
Yeah, I mean, it's difficult. I think we've done it from a young age. You know, Australia's just so far away from the rest of the world. So if we've wanted to do anything really, competing in the sport overseas, it's always a long journey on a plane to get to where we're going. So we're a bit more, you know, conditioned to it from a younger age to be able to do that. And yeah, it's just a big balance of obviously trying to eat the best you can when you're on the road and stay hydrated and look after yourself and, you know, not be susceptible to getting sick and picking up viruses from other people. And then just balancing that with like getting some good downtime and resting and recovering. You know, it's a massive gamble, a massive juggle through the season, trying to get that right. And sometimes you get it wrong, and that's okay. Everyone gets it wrong. But, you know, it's part of the fun of being a professional golfer. Last question for our viewers from Montreal, Canada. If we want to know more about you, do you have a hidden talent or a special passion that you have of yours? Well, I mean, for everyone from Montreal, I can be a Canadiens fan for you for a few minutes if you like. So, bit of a hockey fan. I don't possess any talent when it comes to hockey, but I do love watching it. I don't know, everyone in Montreal will be big hockey fans as well. So there you go. There's probably something you didn't know about me that I'm a fan there. Talent-wise, I'm probably a 20 handicap on the guitar. I'm not very good, but I do enjoy playing it. Enjoy sort of taking my mind off, you know, everything to do with golf and getting it into that creative space with a guitar in hand. So yeah, there you go. There's a couple of things you probably didn't know. So you're making new fans for the President's Cup for 2024. You know that? Absolutely. We got to get everyone on our side. You know, we got to beat this US team. We're sick of them winning all these President's Cups. So anything we can do to get a victory 2024. Mike Weir, captain, Royal Montreal Golf Club. I'm all for it. Thanks for your time and all the best for 2023. Thank you, and thank you for making me not do this in French. C'est là-dessus que se termine l'émission cette semaine. Notre prochain rendez-vous, on vous propose une excellente entrevue avec Marcel Dionne, excellent joueur de hockey, joueur vedette qui célébrait le 50e anniversaire de la série du siècle. Côté équipement, on va poursuivre notre analyse des fers. On parle de la catégorie progressive, le meilleur des deux mondes, à la fois des fers qui pardonnent, mais qui vous offrent également du contrôle. Et à la leçon, Jean-Sébastien va vous présenter différentes positions de main sur le putter, le fer droit. Quelles sont les raisons et quels sont les bénéfices d'une telle prise? Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.